Dérange pas. Oui, bonjour. J'ai une première question sur la première intervention, sur l'impact des publicités. Donc merci pour votre présentation. La question méthodologique et les campagnes que vous avez testées, je pense avoir compris, même vous n'avez pas eu le temps de les décrire, mais c'est des campagnes plutôt, je pense, assez traditionnelles. Je pense que dans l'évolution, puisque j'ai cru comprendre que votre projet s'inscrivait aussi sur le plus long terme, ça serait intéressant que vous alliez aussi du côté, parce que c'est l'enjeu le plus important actuellement, c'est les campagnes publicitaires sur les médias sociaux. Vous pourrez voir, je pense que sur le site de l'ANJ, quand l'ANJ a travaillé sur les lignes directrices sur les campagnes publicitaires, elle avait mené un certain nombre d'études qui documentaient bien ce point, et notamment pour les joueurs problématiques. Là où ils sont le plus sensibles, c'est les influenceurs, enfin tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est en fait, c'est plus une observation qu'une question. Je pense que ce serait intéressant que voilà, vous alliez un peu dans cette direction. Et sur la deuxième équipe, que je remercie également, je me pose la question, est-ce que vous avez les moyens de contrôler que les bénéfices que vous avez obtenus sont spécifiques à ce jeu, ou est-ce qu'ils n'auraient pas été obtenus avec un autre jeu finalement pas dédié à ce type de trouble? Samantha, si tu veux, après. Je veux bien répondre à votre observation, et en effet, c'est une question qu'on s'est posée, et le choix méthodologique, en tout cas, qui nous a fait nous intéresser davantage aux campagnes publicitaires, on va dire, statiques, ou en tout cas celles présentes dans l'espace public, à télé et radio, c'était en effet parce que ces messages-là, on y est tous confrontés de la même manière, quoi qu'on fasse. Alors qu'en effet, sur les réseaux sociaux ou sur d'autres, ou même sur le site des opérateurs de jeux, en effet, cette information-là ou ces messages-là, on va les avoir parce qu'on est abonné à une page où on suit déjà un contenu spécifique. Mais oui, en effet, c'est quelque chose qu'on a en tête pour la suite. Alors pour la question de la comparaison avec un autre jeu, alors à notre connaissance, il n'y a pas d'autres jeux sur la psychoéducation dans le TDAH. En fait, on a vraiment besoin chez l'enfant de créer des jeux, d'avoir vraiment des médias, des supports de psychothérapie. Donc ce serait intéressant s'il y avait un autre support. En fait, là, on a une prochaine... on souhaite faire une deuxième étude. L'idée, là, c'était vraiment de tester déjà le jeu dans la famille, voir s'il était bien adapté à la famille, parce qu'on avait vraiment le souhait que la psychoéducation soit proposée simultanément aux enfants et aux parents pour vraiment leur permettre de co-construire des représentations communes et de co-construire des stratégies communes, et aussi d'intégrer la fratrie dans cette co-construction. Donc notre objectif premier, c'est vraiment de le tester auprès des familles. Et c'est vrai que notre prochaine étude, celle qu'on souhaiterait faire maintenant, c'est tester l'intérêt du jeu en le proposant via des psychothérapeutes, c'est-à-dire que l'enfant jouerait avec le psychothérapeute et jouerait aussi à la maison avec les parents, mais entre deux séances avec un psychothérapeute, avec des objectifs. Et effectivement, là, on va comparer, notre projet, c'est de comparer l'utilisation du jeu avec l'utilisation d'une psychoéducation qui est classique, c'est-à-dire que la psychoéducation, classiquement, on peut la faire avec des schémas, on peut la faire avec principalement le verbal, en fait. Donc on ne va pas comparer deux jeux, parce qu'on pourrait le faire, mais à notre connaissance, il n'y en a pas. On n'en connaît pas, en tout cas. Mais par contre, on a cette idée, effectivement, de comparer un protocole classique, utilisé habituellement, donc c'est-à-dire apporter les mêmes connaissances qu'il y a dans le jeu, mais sous forme verbale et sous forme de schéma, avec le jeu. L'idée du jeu, c'est qu'en fait, on apporte quelque chose de très concret avec les cartes, et que ça rend du coup concret des concepts abstraits qu'on aborde, l'impulsivité, la distractibilité, l'inattention, l'impulsivité, etc. De les rendre plus concrets et du coup de favoriser l'apprentissage à travers cette association, le mot plus l'image. Donc voilà, notre projet c'est celui-ci.
pour la suite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci beaucoup pour vos présentations. J'avais une question par rapport à la réception des campagnes publicitaires. Je me demandais s'il y avait une spécificité des joueurs problématiques dans la manière qualitative qu'ils ont de réceptionner les messages publicitaires. Je me demandais tout simplement, est-ce que ça participe d'une superstition au jeu? Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir telle publicité à tel moment, est-ce qu'ils perçoivent ça comme un signe? Enfin, est-ce qu'il y a une réception spécifique un peu situationnelle pour ce genre-là? Oui, en fait, pendant les entretiens, alors les joueurs problématiques, mais tout comme ceux qui sont à risque modéré, il y a un ensemble de croyances et de manières de jouer en fonction de victoire, de quasi-victoire. Et je pense que chaque joueur a sa manière de jouer. Et c'est à la fois basé sur des probabilités qui ne sont pas au final des probabilités de jeu de hasard, sur l'expérience de jeu qu'ils ont jusqu'à maintenant, et puis comment est-ce qu'ils lient leur environnement actuel avec la manière dont ils peuvent jouer à à ce moment-là. Mais du coup, est-ce que les publicités elles-mêmes, est-ce qu'ils les interprètent comme des signes ou des... Oui. Oui, typiquement, les gros jackpots, c'est le moment où il faut que je joue aujourd'hui. Merci. Alors, il y a une question. Marie. Oui, j'avais une question aussi, toujours au sujet des campagnes publicitaires. Est-ce que dans vos enquêtés, ils habitent où, vos enquêtés? Est-ce qu'ils habitent tous en ville? Est-ce que vous avez aussi enquêté des gens à la campagne ou voilà, parce que c'est pas évidemment selon le lieu où on habite. Oui, en fait, on a regardé à la fois on a posé la question en fait de la taille de la ville dans laquelle ils habitent, mais ces données-là, on les a pas regardées de manière plus précise. Mais en tout cas, on a l'élément, mais j'ai pas les résultats à vous apporter aujourd'hui. D'accord. Moi, ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Pour une prochaine fois. Merci. Question dans la salle, peut-être? Ou Lucia? En attendant d'autres questions qui peuvent apparaître, moi j'avais une question, en fait, c'était pour toi, Samantha. C'était la question, en fait, du recrutement, parce que parfois, quand on présente des recherches, on a l'impression que les recrutements des participants, et c'est valable, en fait, pour vous, donc la question va être aussi double, que les recrutements des participants est simple, en fait. On voit à 2000 ou on voit à 34, on s'est dit, ils arrivent vite. Moi, je voudrais, en fait, que tu nous racontes un peu comment ça a été difficile et comment les choses se sont passées, parce que voilà, c'est pas simple, et peut-être aussi pour vous, comment ça s'est passé pour vous. Oui, alors en effet, le recrutement des participants, en tout cas, si je me concentre dans un premier temps sur le questionnaire en ligne, donc on a eu la chance en effet d'avoir le soutien de la FDJ et d'avoir diffusé le questionnaire à un panel de 100 000 joueurs, donc ce qui est quand même assez considérable. Peut-être que Quentin, tu voudras développer, mais il me semble que sur les 100 000 joueurs, il y a eu 4% de taux d'ouverture de mail, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même très peu, et donc en tout cas de ce recrutement-là, on a réussi à avoir une base solide en tout cas de joueurs. Et puis par ailleurs, il y a eu énormément de démarches et de tentatives en tout cas pour démarcher les autres opérateurs de jeu, parce que l'idée étant bien d'avoir une photographie, ou en tout cas d'avoir des informations sur l'ensemble des joueurs français qu'ils jouent aux jeux de tirage de grattage, mais aussi aux autres, et comprendre en fait qui sont les autres. Donc en fait, on a abandonné après des mois de tentatives, en tout cas, cette possibilité-là. Et puis, du coup, on s'est recentré sur des forums, sur les réseaux sociaux, mais qui apportent moins de résultats, et puis sur un panel de consommateurs à large. Après, je ne sais pas si la question portait aussi sur la réalité virtuelle, mais là aussi, en effet, donc nos critères d'inclusion, c'était des personnes qui vivent en Île-de-France, qui acceptent de participer aux étapes suivantes et qui, bien sûr, n'ont pas de maux des transports, ne font pas d'épilepsie, n'ont pas de problème d'oreille interne, bien évidemment.
Et en tout, en fait, au travers des 383 personnes dans le questionnaire qui rentraient dans ces critères-là, aujourd'hui, j'ai réussi à faire venir 10% des personnes à Nanterre alors qu'ils sont rémunérés à hauteur de 40 €. Ce qui est quand même... voilà. Donc c'est aussi une difficulté aujourd'hui pour avoir ces informations, être en capacité de documenter nos hypothèses et ce qu'on peut apercevoir de manière, on va dire, plus forte et plus robuste. Alors, du coup, en ce qui nous concerne, c'est vrai que ça a été... le recrutement, c'est quelque chose d'assez complexe, surtout quand il y a des troubles psychopathologiques diagnostiqués et pris en charge, puisque ce sont des familles qui sont extrêmement sollicitées, qui ont un quotidien qui n'est pas toujours simple, où les enfants vont avoir aussi pas mal d'aménagements de prise en charge. Donc, qu'ils soient inclus dans une étude où il y a plusieurs semaines, où il y a des évaluations, ça réduit les possibilités des familles à s'engager. Donc, c'est de longue haleine pour arriver à une trentaine, une soixantaine de participants qui ont fait le protocole de A à Z. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi la liberté de pouvoir s'arrêter avant la fin de l'étude. Donc, on va avoir aussi certaines familles qui vont être contentes, qui vont s'engager et qui vont se rendre compte que pour tout un tas de raisons, elles ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Donc, il y a aussi ça qu'il faut qu'on analyse dans le protocole qu'on lance et qu'on vise en fait au démarrage, peut-être même le double de familles pour arriver à un résultat au bout des études. Mais je pense que tous les chercheurs dans leur domaine peuvent être confrontés à ces situations-là. Et puis il y avait un deuxième point qui était celui les aménagements en fait qu'on a eu, puisque réussir à amener une famille avec des enfants à venir pour les rencontrer, etc. Ce qui nous a facilité finalement les choses, c'était le fait d'avoir de plus en plus la visio disponible, parce qu'on a pu avoir accès à des familles qu'on n'aurait probablement pas eu si c'était que en présentiel. Et donc ça, malgré tout, ça a été à la fois un avantage pour les avoir, puis on est en train d'analyser aussi les inconvénients, puisqu'avec des enfants avec un TDAH, être concentré, attentif à l'entretien, parfois il y a des difficultés qui ont émergé et que on est en train d'analyser dans cette première étude pour voir comment on peut améliorer les choses pour les études suivantes. Merci. Je ne sais pas s'il y a... Si. Oui, juste une seconde suggestion pour la première équipe. Je ne sais pas dans quelle mesure votre recueil comprend la nature des jeux pratiqués, mais si il comprend cette question, il serait intéressant de faire une analyse différenciée entre les joueurs de jeux de pur hasard et les joueurs de jeux d'expertise, puisque bon, les cognitions, les idées erronées, tout ça sur ces différents types de jeux sont quand même très différents, et les ressorts publicitaires aussi sont très différents. Oui. Ce type d'analyse est prévu, et puis aussi ceux qui vont jouer en ligne versus ceux qui jouent uniquement dans les espaces dédiés. Enfin, on va essayer de regarder toutes ces variables-là pour contrôler et pour analyser en tout cas la manière dont ils se comportent. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle. Oui. Merci beaucoup pour ces présentations. Donc moi, je travaille en psychosocial sur les jeux d'argent. Et j'ai une question, enfin 2 questions. Pour rebondir sur la question précédente, au niveau des superstitions, si les joueurs problématiques vont potentiellement voir un signe, qu'en est-il des joueurs occasionnels? Je pense notamment à ceux qui ne jouent jamais et qui vont jouer un vendredi 13 par exemple. Donc finalement, est-ce que c'est une spécificité des joueurs problématiques ou est-ce que c'est tout un chacun qui peut voir un signe dans une publicité? Alors dans la littérature, en tout cas sur les croyances, ça on peut le retrouver chez tout à chacun, mais aussi dans notre quotidien au final.
Je sais pas, moi, l'exemple que je préfère, c'est Nadal qui va faire claquer sa balle 4 fois avant de servir. Typiquement, ça rentre dans cette croyance, en tout cas, par rapport aux résultats. Donc, en tout cas, chez les joueurs problématiques, ce qu'on va noter, c'est une pratique du jeu qui est beaucoup plus longue, en tout cas en termes de... Ça fait longtemps qu'ils mettent en place des choses. Et donc, en fait, il peut y avoir, en tout cas, une routine beaucoup plus installée, beaucoup plus diversifiée et pointue, en tout cas, dans la manière de jouer. Mais en effet, des croyances et des pratiques spécifiques ont aussi été vues chez des joueurs à risque, que les joueurs soient récréatifs ou à risque faible. Tout à fait. Merci. Et donc après, au niveau de vos différences significatives entre le T0 et T1, et aussi entre T1 et T2, vous avez énoncé différentes pistes d'explication qui sont somme toute intéressantes. Mais est-ce que vous êtes allé juste regarder les tailles des faits pour voir, pour pouvoir quantifier peut-être la motivation, ce qui ressort de la motivation à être intégré dans une étude et du jeu lui-même, juste pour voir si effectivement la première différence a une taille d'effet moins importante que la seconde peut-être? Non, pour le moment, on n'a pas regardé les tailles d'effets. En fait, on a fait une première série de statistiques non paramétriques. Mais effectivement, c'est une donnée importante et c'est quelque chose qu'on va explorer, les tailles d'effets. Oui. Merci. J'ai encore une petite question, je me donne la parole. C'est juste, j'insiste bien sur le fait qu'un jeu permet une diminution des symptômes du TDAH. Enfin, je trouve ça, travaillant avec des adultes qui ont un TDAH, voir ça chez des enfants, je trouve ça extraordinaire. En fait, une baisse des symptômes, c'est assez significatif et c'est vraiment à continuer parce que c'est très important en fait. Quand on travaille sur la pathologie, c'est très important. J'ai une question sur l'applicabilité. C'est un jeu des sociétés, d'accord? Et c'est vrai que là maintenant, les enfants sont beaucoup plus attirés par tout ce qui est écran. Est-ce que vous pensez que si ces jeux-là étaient au niveau des écrans, ça serait différent? Est-ce que vous pensez les décliner un peu après un jeu sur écran, ou qu'est-ce que vous pensez quelle différence ça pourrait avoir si c'était sur écran, d'après vous? Est-ce que ça n'aurait pas le même impact? Ou est-ce que c'est une question à ne pas poser? Non, toutes les questions sont bonnes à poser. Je te laisse peut-être commencer. Alors, on était parti de constats aussi, d'échanges cliniques avec les enfants, où même si l'écran les attire, etc., une des choses qu'ils aiment le plus faire, c'est quand même faire des parties de jeux de plateau, jeux dans les mains, etc. Et on était, pour la faisabilité, c'était plus réalisable. On savait que ça allait permettre aussi aux parents d'investir ce format-là, puisque les parents essayent de faire quoi? De retirer les écrans aux enfants. Donc, du coup, c'était peut-être une porte d'entrée plus facile de démarrer par un jeu comme celui-là, voir déjà est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça peut aider à mieux comprendre en fait son trouble, les symptômes, avec le côté ludique, à pouvoir parler de choses qui sont difficiles, puisque ce qu'on apprend aussi dans les échanges avec les parents après l'étude pour faire un point sur leur retour qualitatif, c'est aussi que c'est peut-être l'une des premières expériences où ils peuvent parler en fait du trouble, mais au détour d'un jeu. Pas dans une situation où ils ont une crise familiale parce que l'enfant n'arrête pas de s'agiter, qu'il a cassé quelque chose parce qu'il n'a pas fait attention, etc. Et donc, c'était, je pense, important c'était peut-être une première étape. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à d'autres formats, mais je pense que ces formats-là seront peut-être orientés sur d'autres types de problématiques. Peut-être pas celle du TDAH, parce que celle du TDAH, c'est très sensible, l'histoire des écrans. Puisque si on regarde un petit peu, il y a des vidéos sur YouTube, etc., on peut voir un enfant TDAH face à son cours de maths, il est là en train de gigoter dans tous les sens. On le met par exemple devant Star Wars, il est tout tranquille, il est tout calme, il bouge plus. Et donc, il y a pas mal d'axes à analyser dans cette illustration-là, mais je pense que le TDAH en particulier, je suis pas sûre que ça soit le format le plus... Mais bon, peut-être que... Oui, en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir un jeu universel
simple, avec des parties qui sont rapides, puisque le temps de concentration est quand même limité. Et puis, effectivement, tout le monde ne se saisit pas des jeux sur écran, et peut-être tous les enfants, ou la plupart des enfants, mais peut-être pas tous les parents. Et puis, un jeu sur écran, on ne peut pas toujours jouer à plusieurs. Et là, c'était vraiment l'idée d'être intégratif, de pouvoir jouer avec les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, la nounou qui vient de temps en temps, les cousins qui viennent de temps en temps, etc. Donc c'est aussi l'idée d'avoir un jeu facile à emmener et qu'on peut aussi emmener éventuellement à l'école si on veut parler de ses difficultés. Donc c'était vraiment l'idée que ce soit un support simple et puis où les parents qui peuvent parfois... à qui on demande déjà de beaucoup s'adapter à beaucoup de choses du fait des difficultés de l'enfant. L'idée, c'était que la prise en main, elle soit facile, en fait, qu'il n'y ait pas à lire des règles trop longtemps, etc. Qu'on puisse rapidement rentrer dans le jeu. Et en fait, pourquoi rentrer dans le jeu facilement ? Parce que ce qui nous intéresse surtout, c'est de rentrer dans cette discussion et donc dans cette co-construction de représentation. Donc, en fait, un jeu sur support numérique, pourquoi pas, mais peut-être pas avec les mêmes objectifs. Et là, l'objectif, c'est vraiment une co-construction dans la famille. Par contre, effectivement, ça reste un support qui est vraiment intéressant, tous les supports de jeux vidéo, parce qu'effectivement, le jeu vidéo focalise bien l'attention de l'enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention en général. Donc, ça reste une bonne idée, mais peut-être pas dans cet objectif-là. Après, on pourrait très bien avoir un deuxième outil qui découle de ce premier et que l'enfant pourrait continuer à jouer, avoir à la fois des parties en famille et puis des parties tout seul sous une autre forme, par exemple. Donc c'est à réfléchir, mais ce serait plutôt en deuxième intention. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a encore des commentaires, des questions dans la salle ? Sinon, on peut considérer... Je pense qu'on peut clôturer cette session. Nos interlocuteurs suivants sont juste en train d'arriver. On remercie encore les orateurs. C'est vraiment parfaite. On peut applaudir les orateurs et puis la réponse à ces questions. Merci. Les oratrices, pardon.